Ok. Du coup, bonjour à tous. Donc, effectivement, je travaille à l'Agence régionale de santé et à la direction de la santé publique avec le docteur Pined, ici présent. Donc, on va vous parler de l'accès aux soins en santé mentale des personnes placées sous main de justice. C'est bon? Ah, oui, ok, c'est bon. Voilà, du coup, les personnes placées sous main de justice, donc c'est une catégorie assez large qui regroupe toutes les personnes qui sont sous mesure de justice. Donc, à la fois les personnes qui sont en milieu ouvert et en milieu fermé. Donc, en milieu fermé, c'est globalement les personnes qui sont considérées donc, sous écrou. Sous écrou, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont incarcérées, donc en détention, donc ce qu'on connaît en fait des personnes qui sont dans les prisons. Et ensuite, il y a des personnes qui peuvent bénéficier d'aménagement de peine. Donc, elles sont écrouées, mais en milieu ouvert, donc que ce soit en semi-liberté ou à domicile avec très schématiquement les bracelets électroniques. Donc, toutes ces personnes donc, en milieu fermé représentent environ 92 000 personnes au 1er décembre 2023. Et parmi elles, il y a 75 000 détenus. Et le milieu ouvert, du coup, c'est toutes les personnes qui sont placées sous main de justice mais ne sont pas écrouées. Donc c'est une catégorie qui comprend un peu plus de 170 000 personnes, donc c'est la catégorie la plus importante. Et là, c'est les personnes qui sont sous mesure judiciaire, donc avec des alternatives aux poursuites, des ajournements, mais qui ne sont pas incarcérées. Donc ensuite, je vais vous parler de l'accès aux soins en santé mentale des personnes donc, qui sont détenues donc, en prison. Pour la présentation, je vais vous parler que de la situation de l'Île-de-France, puisque c'est mon terrain de compétence. Donc en Île-de-France, il y a au 1er décembre environ 14 000 détenus, enfin un petit peu moins, pour 10 000, j'ai oublié le mot place, mais c'est 10 000 places réelles quasiment, donc avec un taux de suroccupation qui est environ de 133%. Faut savoir qu'il y a différents, donc je l'ai mis en dessous, différents établissements pénitentiaires, donc il y en a 13 dans la région. La suroccupation est concentrée dans les maisons d'arrêt. En fait, c'est important de préciser qu'il y a plusieurs types d'établissements parce que chacun des établissements accueille un public différent avec ses propres règles en termes de détention. Et donc, ce n'est pas ensuite les mêmes implications pour les dispositifs de soins, parce que donc, les maisons d'arrêt concentrent l'intégralité de la suroccupation avec des taux qui vont parfois jusqu'à 180% d'occupation sur la région. Donc, ça veut dire quasiment le double de ce pourquoi ils sont prévus. Mais par exemple, dans les maisons centrales ou dans les centres de détention et les établissements pour mineurs, il n'y a pas de suroccupation. Donc s'il y a 200 places, il y a pas plus de 200 détenus. Donc ce n'est pas du tout la même chose en termes de prise en charge. Et donc dans la région, on a différents types de publics qui sont à la fois des hommes majeurs, des femmes majeures et des mineurs, donc garçons et filles. Et ensuite différents quartiers qui sont par exemple une nurserie qui a Fleury-Mérogis, donc femmes enceintes et femmes qui ont accouché avec leur bébé si elles peuvent le garder. Donc aussi des quartiers pour publics radicalisés, des pour publics vulnérables. Donc il y a tout un tas de quartiers qui bénéficient de prises en charge différentes. Ensuite, du coup, on a choisi de vous présenter un peu l'état des études qui ont été faites ces dernières années sur la santé mentale des personnes détenues. Donc je ne vais pas tout détailler, mais je suppose que vous aurez accès ensuite aux présentations, donc vous pourrez consulter ces données, donc qui montrent bien que c'est des publics assez fragilisés en détention, donc avec un besoin spécifique de prise en charge en santé mentale. Du coup, voilà, donc il faut savoir qu'en détention, l'accès aux soins en santé mentale, il n'est pas du tout obligatoire. C'est si les personnes le souhaitent, alors elles y sont incitées, parce que du coup, il y a un diagnostic qui est fait à l'entrée, il y a des entretiens qui sont faits avec des professionnels de santé, mais il n'y a pas d'obligation aux soins en détention. Il peut y en avoir par la suite dans le cadre de mesures pénales, c'est ce que le docteur Pined vous présentera ensuite, mais dans le cadre de l'incarcération, la seule chose qui est restrictive pour les détenus, c'est la liberté de circulation, donc ils sont en privation de liberté, mais ils n'ont pas d'autre obligation que celle-ci. Donc pour parler concrètement de l'accès aux soins des personnes détenues, il structure selon 3 niveaux. Donc on a un premier niveau qui se passe en détention avec des unités sanitaires qui sont dans les prisons. Donc c'est des unités sanitaires qui dépendent de l'hôpital public, qui comportent médecins, infirmiers, enfin tout un tas de professionnels. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui se partage entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé. Deuxième niveau. Et le troisième, donc c'est strictement dans les hôpitaux avec une orientation au sein de l'hôpital public. Donc ensuite, donc on a choisi de détailler un peu ce qu'il y avait dans chacun des niveaux. Mais c'est un peu ce que je viens de dire. En gros, le premier niveau, c'est des unités sanitaires donc, qui réalisent des consultations ou des
entretiens de groupe. Enfin, voilà. Globalement, ça représente un peu les soins de ville, ce que vous pourriez trouver chez des médecins libéraux et infirmiers, ou psychologues par exemple. Ensuite, donc, le niveau 2, pour ce qui concerne les soins en santé mentale, on peut avoir des hôpitaux de jour dans les établissements pénitentiaires. Donc, il y en a plusieurs dans la région. Donc, c'est les personnes qui ne peuvent pas rester en détention ordinaire. Du coup, elles bénéficient d'hospitalisations de jour qui sont décidées à moyen long terme de la part des médecins. Et donc, les dispositifs de SMPR qui permettent de réguler tout ça, ce sont des services médicaux psychologiques régionaux qui permettent de sectoriser la prise en charge en santé mentale. Et enfin, si la personne détenue a besoin d'une hospitalisation à temps complet, elle est orientée vers des dispositifs hospitaliers, donc elle sort de la détention, donc elle sort de l'établissement pénitentiaire, et elle va soit en UHSA, donc c'est une unité d'hébergement spécialement aménagée, il y en a une dans la région, ou en UMD, ce sont des unités pour malades difficiles. Et à défaut de place dans ces dispositifs, ou UMD, c'est sur orientation particulière, mais s'il n'y a pas de place, les personnes peuvent être orientées dans les secteurs de psychiatrie normaux, en fait, dans l'hôpital public. Et donc, c'est une disposition qui se fait, donc c'est indiqué en dessous, qui se fait sous un article du Code de procédure pénale qui est autorisé par la préfecture. Donc, c'est sous décision de la préfecture puisqu'il s'agit de soins sans consentement. Donc, voilà, c'est tout un dispositif avec en détention et ensuite en orientation à l'hôpital. Donc, on va ensuite rapidement présenter les enjeux et les freins à cette prise en charge. J'ai différencié les enjeux qui dépendent strictement du côté sanitaire. Globalement, c'est un enjeu qui est majeur, c'est les tensions RH en psychiatrie, parce que du coup, comme globalement dans l'hôpital public, mais surtout en psychiatrie, il y a de nombreuses difficultés à recruter, que ce soit des médecins psychiatres ou des infirmiers, donc ça pénalise les équipes qui sont à la fois en détention ou dans les établissements de santé, puisque du coup, ils sont rarement à l'intégralité des ETP présents. Donc effectivement, quand en plus il y a un taux d'incarcération qui est important, ça les met en difficulté pour réaliser les consultations. Et donc des freins qui sont liés au fait même que ce soit du coup un exercice dans le milieu pénitentiaire, qui est à la fois la protection du secret médical, qui est du coup un enjeu majeur de la part des professionnels en détention, puisque leur unité, elle est séparée. Enfin, c'est bien quelque chose qui est identifié, mais le fait est que la plupart du temps, sauf quand les personnes ont une capacité de liberté de mouvement dans la détention, mais la plupart du temps, ce sont les agents pénitentiaires qui orientent le détenu de la cellule à l'unité quand il a un rendez-vous. Donc, très typiquement, en fait, l'unité sanitaire appelle l'étage dans lequel le détenu est incarcéré, demande que le détenu X puisse descendre parce qu'il a rendez-vous à 15h, et donc c'est l'agent pénitentiaire qui réalise le mouvement. Donc, en termes de secret médical, c'est compliqué. C'est un frein qui est inhérent à la situation, mais donc l'agent pénitentiaire sait que la personne X ou Y se rend dans telle unité. Alors, elle ne sait pas forcément la pathologie, mais effectivement, ils savent qu'ils ont des consultations. Donc, c'est quelque chose dont il faut être conscient au milieu carcéral. Donc, le risque de stigmatisation, on en a déjà parlé dans les présentations précédentes. Donc, il peut aussi être un frein aux soins en détention vis-à-vis des autres détenus. Le taux d'occupation, j'en ai brièvement parlé. C'est une difficulté à la fois au sein des établissements pénitentiaires, puisque, comme je disais, les équipes, elles sont calibrées pour un certain nombre de publics, et s'il y a plus de publics, ça les met en difficulté, surtout si elles ont des carences RH. Et c'est une difficulté aussi pour l'administration pénitentiaire qui a à charge de réaliser tous les mouvements et toutes les escortes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne détenue doit aller à l'hôpital, c'est les agents pénitentiaires qui font l'escorte et qui conduisent le véhicule, très simplement. Donc, s'il n'y a pas assez de véhicules, s'il n'y a pas assez d'équipes, parce qu'il y a trop de détenus ou des injonctions qui leur appartiennent, il peut y avoir un accès aux soins qui est réduit. Et la disponibilité de locaux, c'est aussi un frein parce qu'effectivement, les prisons ne sont pas extensibles. Il existe un certain nombre de quartiers. Il n'y a déjà pas assez de cellules pour accueillir tout le monde parce que dans beaucoup de prisons, il y a déjà des matelas au sol, ce genre de choses. Donc, la possibilité d'étendre les cellules pour augmenter la prise en charge en soins, étendre les établissements pénitentiaires pour, par exemple, construire des hôpitaux de jour, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Voilà pour ma partie. Je vais laisser le docteur Pinette présenter le reste sur l'accès aux soins des personnes qui sont non détenues.
Merci beaucoup. Eva. Vous assurez la transition, donc c'est du service parfait. Ouais, on s'est organisé entre nous. Peut-être je redis votre qualité, Madame Avatiro, parce que j'ai eu un problème de micro. Et donc, non, mais je vous libère, mais c'est pour ceux qui sont en ligne. Vous êtes donc référent santé des personnes placées sous main de justice à l'ARS Île-de-France. Oui, c'est ça. Je m'occupe des personnes détenues et retenues. Donc c'est autre chose que les personnes placées sous main de justice, mais c'est aussi les centres de rétention administratifs. D'accord, merci pour cette précision. Et donc le docteur Daniel Pinette, qui est lui psychiatre à la direction de la santé publique de l'Agence régionale Île-de-France. Merci beaucoup. Et effectivement, donc je prends la suite. On s'était un peu partagé le travail et les missions avec Ava, que je remercie énormément pour cette introduction, entre d'un côté l'accès aux soins de santé mentale pour les personnes détenues, donc vraiment qui sont physiquement détenues, et de l'autre côté ceux qui ne le sont pas, donc qui ne sont pas physiquement détenus. Donc, dans les personnes placées sous main de justice qui ne sont pas détenues, c'est l'immense majorité des personnes placées sous main de justice, comme on a pu le dire tout à l'heure, parce que finalement, la détention, c'est une minorité des personnes placées sous main de justice. Et dans ces personnes placées sous main de justice, donc il y en a qui sont passées par la détention et qui sont toujours sous main de justice après une période de détention. Donc il y a tout l'enjeu de la question de la sortie de la détention, du relais de soins, toutes ces choses-là. Et d'autres qui n'ont jamais connu le milieu carcéral et qui sont placés sous main de justice et qui ont besoin d'avoir un accès aux soins de santé mentale ou à qui on demande d'avoir un accès aux soins de santé mentale et qui n'ont jamais connu le milieu carcéral. Donc les enjeux sont autres. Moi, je voulais d'abord vous parler dans un premier temps des dispositifs de soins aspécifiques, pour ce qui est un très gros mot, pour désigner l'accès aux soins de santé mentale en fait, du droit commun de tout un chacun, et notamment des dispositifs de soins de santé mentale publics, du secteur public, et notamment du secteur de psychiatrie, pour vous en parler un petit peu. Pourquoi j'avais choisi de vous parler de ça en premier lieu comme dispositif d'accès aux soins pour les personnes placées sous main de justice? Parce que de fait, en France, c'est le secteur de psychiatrie publique qui prend en charge les patients placés sous main de justice en consultation quand ils ne sont pas détenus. C'est l'immense majorité des soins qui sont dispensés, et que ça fait partie des missions du secteur de psychiatrie publique, parce que le secteur de psychiatrie publique, c'est quoi? Il y a 3 grands principes qui le guident, qui sont le recours de proximité, l'accessibilité territoriale et financière, et la continuité des soins psychiatriques. Et en quoi ça consiste un secteur de psychiatrie? Parce qu'on en parle souvent, et je pense que vous avez déjà entendu parler de cette expression-là, le secteur de psychiatrie, donc la psychiatrie publique. En quoi ça consiste? En fait, en France, la psychiatrie, elle est organisée sous forme de secteurs. Initialement, c'est des secteurs géographiques, initialement qui comprenaient 60-70 000 habitants, des évolutions démographiques avec les années qui se sont produites quand même. Et pour un secteur géographique comme ça, la psychiatrie publique a pour mission de prendre en charge, de la prévention jusqu'à la prise en charge et à l'accompagnement des soins de santé mentale pour les patients nécessitant des soins psychiatriques. Donc un secteur de psychiatrie, il articule sur un territoire donné des dispositifs qui vont de l'hospitalisation complète aux CMP, qui sont les centres médico-psychologiques, qui sont des centres de consultation, aux CATTP, qui sont les centres d'activité thérapeutique à temps partiel, aux hôpitaux de jour, les centres d'accueil de crise, des équipes mobiles, et puis y avoir plein de dispositifs différents d'un secteur à l'autre. Donc là, vous commencez déjà à voir que, quand je dis d'un secteur à l'autre, c'est-à-dire qu'on a donc des inégalités territoriales selon le secteur dont on dépend, dont on relève. On n'aura pas forcément les mêmes outils de soins à disposition. Donc, un secteur de psychiatrie, c'est une articulation d'un ensemble de dispositifs pour une population géographique donnée, qui permet d'avoir une continuité dans l'équipe de soins pour l'ensemble des modalités de prise en charge dont je vous parle, que ce soit hospice complète, CMP, etc. Des articulations avec le territoire et les acteurs hors psychiatrie, donc notamment tous les soins primaires, les soins de ville, l'action sociale, les associations, voire même les forces de l'ordre, les structures médico-sociales, etc. Dans le but d'avoir un accompagnement optimum des patients et de construire effectivement des parcours de soins et des parcours de vie qui sont coordonnés. Un secteur de psychiatrie, c'est ça sert à ça. C'est la psychiatrie publique en France, c'est ça.
Pour exemple, en Île-de-France, parce que comme disait Ava, c'est un peu notre territoire de compétence au titre de l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France, on a 146 secteurs de psychiatrie adulte sur la région, 52 secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Voilà. Donc c'est-à-dire que la région, elle est découpée. J'aurais pu vous mettre la carte avec tous les secteurs qui recouvrent l'entièreté de la région. Il y a quelque chose qui est important à comprendre et pourquoi j'en parle, et je prends le temps d'en parler vraiment là maintenant, c'est que du secteur de psychiatrie, parce que c'est le maillon de base vraiment de notre structuration, de notre architecture des soins psychiatriques en France, c'est que toute personne, elle dépend d'un secteur psychiatrique. Alors, elle en dépend d'autant plus quand elle est domiciliée sur ce secteur et quand elle y habite, etc. Donc là, on comprend bien et ça paraît assez évident. Mais même si je n'ai pas de domicile, que je suis à la rue, que je change de logement, que je sors de prison, et que je n'ai plus de logement, ou que j'ai une instabilité économique, sociale, de logement, etc., je dépends d'un secteur de psychiatrie, même si je ne réside pas dessus. Tout l'enjeu est de savoir duquel. Donc pour ça, les ARS, elles produisent des notes, parce qu'elles aiment bien faire ça, les ARS. Et la dernière mise à jour de la note relative à la sectorisation psychiatrique en Île-de-France, elle est assez récente, elle date de juillet 2023, et elle se trouve très facilement. Et il y a notamment tout un chapitre sur comment sectoriser, enfin comment identifier le secteur pour quelqu'un qui sortirait des détention et qui n'a pas de domicile. Alors bien sûr, cette notion de secteur, elle doit évidemment s'articuler avec les droits des patients, tels que le libre choix du praticien, la continuité des soins, l'égal accès aux soins, etc. Donc parfois, il y a des choses un peu inconciliables. Ce secteur, donc on en parle beaucoup et j'en parle beaucoup et à juste titre, mais on passe notre temps à dire que le secteur il est saturé, que ça ne marche pas, que la psychiatrie elle prend pas en charge les patients et que il y a des listes d'attente pas possibles et qu'ils veulent pas prendre en charge les détenus ou les ex-détenus. Alors c'est faux. C'est pas entièrement faux, c'est pas entièrement vrai, mais j'irais plutôt vers c'est faux. Alors oui, il y a une grosse saturation des dispositifs de secteur et de la psychiatrie publique liée aux problématiques RH. On en parlait là juste avant sur les RH en détention. C'est pareil à l'extérieur de la détention. On a des énormes problématiques et des dispositifs de psychiatrie publique qui ont été peu investis depuis quand même ces 30 dernières années. Il faut dire ce qui est, donc qui n'ont pas suivi l'augmentation des besoins de la population. Et on a aussi un autre frein qui est la mauvaise réactivité du secteur de psychiatrie, du dispositif de secteur, aux instabilités, c'est-à-dire aux instabilités des patients. Quand je dis mauvaise réactivité, je vais en reparler juste après pour vous expliquer un peu ce que je veux dire là-dedans. Alors, à côté des dispositifs de soins spécifiques comme ça, pour les personnes placées sous main de justice non détenues, on peut trouver des dispositifs de soins spécifiques de manière extrêmement variable d'un territoire à l'autre ou d'une région à l'autre. Donc ce sont des structures de soins publiques dans les 99% des cas, parce que je n'ai même pas connaissance d'une privée, plutôt spécialisées, spécifiquement dédiées aux personnes placées sous main de justice. Alors, personnes placées sous main de justice, oui, mais lesquelles ? Parce qu'on va avoir des subtilités, et à juste titre aussi. Donc, c'est des structures de soins qui existent, qui sont la plupart du temps non sectorisées ou avec une zone géographique assez large de recrutement de patients et dont l'objectif est quand même déjà, en premier lieu, de favoriser l'accès aux soins de ces publics non détenus, placés sous main de justice, qui peuvent avoir du mal à être identifiés sur le secteur, à trouver les soins adéquats, etc. Mais aussi en deux, pour certaines populations, de pouvoir dispenser des soins plus spécifiques parce que cette population des personnes placées sous main de justice, certains sous-groupes à l'intérieur peuvent avoir besoin de soins plus spécifiques que d'autres. Je suis très prudent et je dis ce groupe, certains sous-groupes. Je vais vous dire pourquoi. Dans ces structures, on retrouve par exemple typiquement de plus en plus des dispositifs qui sont des consultations relais ou consultations post-carcérales dont le but est de faire le relais en milieu ouvert, c'est-à-dire vraiment de l'intracarcéral à l'extracarcéral. Donc généralement, elles sont positionnées à côté des services qui sont qui se prennent en charge les soins psychiatriques en détention ou sur l'hôpital de rattachement et qui se permet de faire cette continuité-là. Mais quand on est emprisonné dans un coin de la région, on peut très bien aller vivre à l'autre coin de la région en sortant de prison. On n'est pas forcément incarcéré à côté de chez soi. Même la plupart du temps, non. Il y a des lieux, des dispositifs de soins qui sont des consultations pour soins pénalement ordonnés,
typiquement. Donc, soins pénalement ordonnés, j'en parle juste après. Obligation de soins, injonction de soins. Donc là, la modalité d'entrée dans le dispositif, c'est de dire, ben voilà, j'ai un soin pénalement ordonné, c'est-à-dire ordonné par la justice. Donc, du coup, c'est comme ça que je rentre dans la consulte. D'autres lieux qui sont des dispositifs qui sont plus dédiés aux auteurs de violences sexuelles, par exemple. Et là, on va avoir des spécificités de prise en charge. On n'est pas dans le tout venant de la psychiatrie et de public et de ce qu'elle sait faire. On a des outils de prise en charge un peu différents qui sont déployés pour ces populations-là. On peut avoir, il y a aussi des centres de prise en charge pour auteurs de violences conjugales qui commencent à émerger un peu en France. Alors en Ile-de-France, la structuration est encore un peu moyennement structurée. On va dire ça comme ça. Et après, il y a d'autres types de dispositifs de soins spécifiques qui sont des structures d'appui aux professionnels. Parce que comme je vous disais, je vais parler du secteur de psychiatrie en premier lieu, mais le secteur de psychiatrie, parfois, il est en difficulté, parfois, il est face à des situations qui sont complexes, et parfois, il a besoin d'être appuyé par des structures d'appui qui vont être là pour appuyer les professionnels, les psys, les psychologues, les infirmiers, etc., qui sont en difficulté dans la prise en charge. Donc là, je vous en ai cité 2, mais typiquement, les CRIAF, c'est des centres de ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Donc voilà, qui viennent appuyer les professionnels dans ces prises en charge complexes. Ou en Ile-de-France, on a un dispositif qui s'appelle ETAP, qui permet d'appuyer toutes les structures des adolescents. J'en parle parce que ça permet de parler des mineurs un peu, des adolescents suivis, pris en charge par la PJJ, avec des difficultés en termes de soins psychiatriques assez importantes. Et voilà, ETAP vient appuyer les structures de la PJJ des soignants. Donc ces dispositifs de soins spécifiques, c'est très bien, mais ils ont aussi des freins en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a quand même une inflation hyper importante des soins pénalement ordonnés depuis plusieurs années. Donc on a une augmentation majeure de l'ordonnance de soins par la justice, de soins psy par la justice. Donc après, il faut bien les absorber d'une manière ou d'une autre. C'est souvent des petites structures avec des petites équipes, des offres qui sont saturées et une répartition territoriale inégale, comme je vous disais. C'est-à-dire que il y en a là où il y a des gens qui ont envie de faire, où il y a eu les moyens pour faire à cet endroit-là, mais le territoire d'à côté, il n'y aura pas. Je voulais vous dire un mot sur les soins pénalement ordonnés parce que j'en parlais juste avant, j'en ai parlé plusieurs fois, parce que moi j'aime bien considérer les soins pénalement ordonnés comme une modalité d'accès aux soins et que je pense que c'est comme ça qu'il faut le penser. Donc dans la question de l'accès aux soins, je trouve que c'est important d'en parler. Pourquoi moi je le pense comme ça? Parce que en fait, le soin pénalement ordonné, c'est quoi? C'est la justice qui va dire à une personne qui va être placée sous sa main, voilà, vous avez plein d'obligations, il faut que vous fassiez des choses, il ne faut pas que vous alliez à tel endroit, il faut que vous travailliez, etc. Et puis, faut que vous fassiez soigner. Donc en fait, la justice, elle dit, vous, monsieur, vous avez besoin de soins. Vous avez besoin de soins psy. Allez vous soigner. Et donc, elle pose cette contrainte-là et elle va tenir cette contrainte. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir et de faire en psychiatrie, on parle souvent de la psychiatrie pour dire que la contrainte, la psychiatrie c'est la contrainte, on est hospitalisé de force, etc. On peut nous imposer des traitements, ok. Pas dans ce cadre-là. Les soins pénalement ordonnés, c'est pas la psychiatrie qui contraint et qui suit la contrainte, c'est la justice. Et donc la psychiatrie, elle a une position de... elle reçoit pour des soins, mais la contrainte est suivie, posée par la justice. L'indication de la contrainte, c'est ce qui va faire toute la nuance et toute la subtilité. Est-ce que le soin, la contrainte au soin est bien posée? L'indication est bien posée, mais bon, voilà. Grosso modo, en France, on a 2 gros modes de soins pénalement ordonnés qui nous concernent là aujourd'hui. Il y en a un troisième qui concerne plutôt les publics addictos dont on parlait juste avant, qui est l'injonction thérapeutique. Mais là, je ne vais pas vous en parler. Je vais juste vous parler de l'obligation de soins et de l'injonction de soins. Et je vous ai mis un petit tableau récapitulatif qui permet de voir un peu les différences. Parce qu'on emploie souvent l'un pour l'autre. On parle souvent d'obligation de soins, d'injonction de soins. Mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. L'obligation de soins, c'est le dispositif le plus ancien et c'est un peu, j'ai envie de dire, du tout venant. La justice, elle n'a pas besoin d'avoir une expertise psychiatrique ou psychologique pour pouvoir la poser. Elle peut poser cette obligation de soins en pré-sententiel, en post-sententiel, à n'importe quel moment du parcours judiciaire, dans à peu près toutes les mesures qui existent. Et donc cette obligation de soins, elle dit monsieur, vous avez des problèmes de santé mentale, il faut que vous alliez vous faire soigner. Et donc c'est suivi après derrière dans le cadre de la mesure du contrôle judiciaire en pré-sententiel ou du sursis probatoire par exemple en post-sententiel. Là, alors des obligations de soins, il y en a énormément, une quantité énorme, et elles augmentent de plus en plus. Et c'est là où je posais la question de l'indication des soins, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément besoin d'une expertise pour pouvoir décider d'une obligation de soins. Et la justice n'a pas besoin, la plupart du temps,
Il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que parfois, souvent, on a des professionnels de la psychiatrie qui nous disent, ah ben voilà, là j'ai un monsieur qui arrive avec une obligation de soins et qui vient parce que la justice l'envoie et que son SPIP machin. Eh ben en fait, moi j'ai rien à prendre en charge, il n'y a rien qui relève du soin là-dedans. Ça relève peut-être d'autres choses, mais peut-être pas forcément du soin. Voilà. Ça arrive. L'injonction de soins, ça a été construit de manière plus récente pour initialement les publics auteurs de violences sexuelles, mais ça a été élargi à plein d'autres types de faits, types de publics, et qui visait justement à beaucoup mieux encadrer ce type de soins-là et à mieux poser les indications. L'injonction de soins, elle ne peut être mise en place que dans le cadre d'une condamnation. Il faut absolument qu'il y ait au moins eu une expertise psychiatrique qui donnait l'opportunité de cette injonction de soins-là. C'est hyper cadré en termes de suivi derrière par la justice. Et il y a aussi un tiers qui rentre en ligne de compte, qui est un médecin coordonnateur de l'injonction de soins, qui est désigné par le juge d'application des peines et qui est là pour évaluer la mesure 4 fois par an, enfin tous les trimestres, et faire des rapports au juge d'application des peines et dire ah bah oui, les soins sont bien mis en place et ils sont adaptés, ou alors ils sont pas bien mis en place, ou alors il vaut mieux qu'il aille à tel endroit plutôt qu'à tel endroit, etc. Et je m'arrête juste après, j'ai presque fini. Et ça, c'est une notion très importante parce que du coup, c'est très utile pour les soignants qui suivent les patients en injonction de soins, d'avoir ce médecin coordonnateur-là. En sachant qu'il faut toujours avoir en tête qu'une contrainte posée par la justice en soins pénalement ordonnés, c'est bien, mais ça n'oblige à rien, en fait. Que le juge d'application des peines, il avertit très clairement, et c'est marqué dans le code de procédure pénale, qu'aucun traitement ne peut être entrepris sans le consentement du patient. Ça, c'est quand même la base. Même les types de traitement, que la personne placée sous main de justice, elle reste libre de son choix de praticien et de son choix de soins, libre elle de ne pas y aller aussi. Après, elle encourt les conséquences que la justice peut mettre en place, c'est-à-dire une réincarcération, etc. Et en termes de freins, là, ce qui était identifié, ce que je voulais vous dire, c'était les médecins coordonnateurs, on en a très peu. La saturation des obligations de soins. Et la question de l'articulation dedans-dehors, on en reparlera, je pense, dans les échanges et dans les questions probablement, parce qu'à mon avis, vous allez m'interroger là-dessus. Et puis, j'en ai déjà dit beaucoup, effectivement, entre la détention et le post-détention et ce risque de rupture, ce moment de rupture dans les soins, qui est le moment de la sortie, hein, donc pour plusieurs facteurs différents. Merci à vous. Merci à vous. Merci à ce duo pour cette présentation effectivement de la diversité des prises en charge et puis des difficultés de mise en œuvre également. Et j'ai apprécié aussi le rappel des droits du patient. Voilà. Forcément sensible à ce sujet. Nous avons donc un temps de questions, peut-être dans la salle de manière prioritaire. De manière prioritaire peut-être et ensuite en ligne. Sinon, j'en ai de multiples questions qui me sont venues. Est-ce que dans la salle, il y a des demandes de prise de parole ? J'ai l'impression que tout était clair. Ouais, tout était très clair. Tout était très clair. Moi, je vais peut-être rebondir dans l'ordre des interventions sur la présentation du document. Oui, je disais dans l'ordre des présentations, une réaction sur votre présentation, docteur Avril. Vous avez évoqué la prise en charge des personnes majeures. Donc ça veut dire que ces salles de consommation ne sont pas ouvertes aux mineurs. Est-ce qu'il y a un vide de prise en charge? Qu'en est-il pour les mineurs? C'est le législateur qui a décidé que c'était la prise en charge de gens majeurs. Effectivement, ça nous arrive, comme c'est anonyme et gratuit, que ce soit dans un XAPA ou dans un CARUD, on peut rencontrer des mineurs. Mais là, effectivement, il y a un vide. En fait, c'est souvent des gens ceux qu'on rencontre, les mineurs qu'on rencontre, c'est des gens qui ont été placés, qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance et qui ont été émancipés, qui vivent dans des hôtels, qui ont 16 ans, 17 ans, et qui sont déjà des consommateurs, injecteurs, déjà depuis plusieurs années, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une question quid de ces personnes-là. Nous, on s'est engagé, si on a un doute sur la majorité de la personne, c'est à lui demander sa pièce d'identité. Après, voilà, c'est parfois délicat, puisque si on insiste trop, on ne voit plus la personne. Donc là, on est sûr que personne ne va l'aider. Voilà, c'est toujours un peu ambivalent. On peut toujours l'orienter quelque part, mais il faut déjà faire du lien pour que la personne ait confiance en vous et accepte l'orientation.
voire un accompagnement et tout ça. Donc ça prend du temps. Donc pour ce temps-là, il faut la recevoir. Enfin voilà, c'est toujours un peu, mais c'est assez rare quand même. C'est des cas, ça arrive, mais Merci. Donc ça veut dire que sous couvert de l'anonymat, en fait, permet une certaine souplesse dans la prise en charge, et on en est plutôt heureux. Hein. La juriste ne devrait pas dire ça, mais pour le coup, la souplesse, la fait du bien. Et sur les problématiques en lien avec l'ordre public et de la prise en charge de ces patients vulnérables, je m'interrogeais aussi sur l'accessibilité, l'acceptabilité de ces salles de consommation. On sait qu'il y a eu au départ beaucoup de réticences des habitants autour de ces salles. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que, je crois que vous avez évoqué que finalement il n'y avait pas spécialement de troubles autour de ces salles. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, s'il vous plaît, docteur Nguyen? Alors, concernant l'acceptabilité des salles, mais on peut intervenir à deux, je pense, là-dessus. En fait, le facteur de réussite, c'est vraiment une collaboration étroite entre les institutions, c'est-à-dire de l'État, notamment la préfecture, l'ARS, la préfecture de police, la MILDECA ici, et la collectivité territoriale. Donc ici, la ville de Paris, aussi le maire du 10e, qui a vraiment assuré un portage politique fort pour défendre l'installation de la première salle de consommation en France, donc gérée par Gaïa. Et l'ouverture, bien sûr, avec l'ensemble des associations, l'ensemble des partenariats, des partenaires présents, donc le parquet, aussi, ne pas oublier le parquet. Donc vraiment une cohérence et une collaboration de l'ensemble un portage politique particulièrement fort de l'ensemble des parties prenantes, on va dire, avec une ouverture, un espace de dialogue qui a été mené et conduit à la mairie du 10e, par les élus du 10e, avec l'ensemble des partenaires également, et qui accueillait des associations de riverains qui pouvaient s'exprimer, dire leur ressenti, les constats. Il y avait des associations pour et contre. Donc, sur ce modèle a été, enfin, ce processus a été tenu pendant au moins 2 ans de façon assez intense. Notamment grande application de l'association Gaïa, qui a fait aussi un effort de communication hors norme, avec des portes ouvertes de la salle pour déstigmatiser, montrer que l'équipe était vraiment pluriprofessionnelle, que c'était des personnes aguerries, habituées. Et donc des associations de référence, tout le monde pouvait venir voir, bien sûr sans les usagers. Hein. Voilà. Donc, avec aussi, après, ça s'est étoffé avec des témoignages d'usagers. Mais en fait, tout ce process nous a été rapporté aussi par les expériences étrangères, où les premières années, un peu avant la proposition de ce type d'équipement, et les 2 premières années, il faut que tout le monde tienne vis-à-vis de la peur, de la stigmatisation. Et donc il faut que les conditions soient réunies pour que cet équipement médico-social quand même puisse tenir dans la durée. Hein. Donc voilà. Donc alors l'acceptabilité, je pense qu'autour de la salle de Paris, je veux dire, on constate qu'il reste un noyau dur, d'irréductibles, de contre, mais dans leurs arguments, c'est quand même toujours les mêmes. C'est vraiment idéologique. Alors c'est sûr qu'il y a aussi des événements de temps en temps qui perturbent la vie, mais pas plus qu'un autre quartier. Et en témoigne le commissaire du 10e qui ne voit pas d'augmentation de la délinquance, d'augmentation des troubles liés à la salle. Et ce qu'a prouvé aussi l'évaluation, l'étude sur l'acceptabilité des salles. Voilà. Donc voilà, il faut persévérer.
et objectiver, et effectivement, s'investir dans la communication, le plaidoyer, voilà, et réduire la peur que provoque l'évocation de l'usage de drogue. Oui. Merci beaucoup. Donc on voit qu'il faut un travail collectif qui intègre tous les acteurs. Je crois qu'on a une question. Donc c'est une question de Marie-Pierre Bougenot sur donc le chat. Peut-on approfondir la dernière diapo sur la rupture de soins à la sortie de détention? C'est pour moi. En même temps, je l'avais un peu annoncé la question en disant qu'on me la poserait forcément. Pour moi, c'est un moment de rupture. Enfin, pour moi, et pas que pour moi, hein, vous en doutez bien. C'est un moment de rupture, le moment de la sortie de détention. Alors pourquoi? Pour plein de facteurs. Hein. C'est que quand les patients, quand ils sont en prison, ils ont accès aux soins, souvent. Alors pas de manière contrainte, hein, bien sûr, mais il y a des soins, entre guillemets, à disposition dans la prison. Et quand il y a des RH, que ça fonctionne, etc., etc. Et puis, quelque part, ils ont un peu rien d'autre à faire et ils sont cadrés en prison, en fait. En plus, on leur dit, ce serait pas mal que vous alliez voir le psy. Et donc, ça se passe, quoi, généralement. Et le moment de la sortie, il y a d'autres priorités qui arrivent. Il y a une instabilité du logement, souvent. On a des patients qui sortent de prison, qui se retrouvent à la rue, qui n'ont pas de logement, qui sont hébergés par leur famille à l'autre bout de la région, et puis qui, finalement, la famille n'en veut plus au bout de 4 jours, parce qu'elle avait dit 3 jours, mais après, tu vas faire autre chose. Puis, il y a des impératifs socio-économiques. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là et qui fait que il y a le choc de la décarcération aussi. Hein, c'est que c'est pas simple de sortir de prison quand on a incarcéré assez longtemps. C'est vraiment pas simple. Donc il y a d'autres priorités qui rentrent en ligne de compte. Et ce qui fait que parfois, même souvent, c'est un moment de rupture. Alors vous me direz, c'est simple, suffit d'anticiper. Et effectivement, suffit d'anticiper. Sauf qu'anticiper, on ne sait pas faire. On est très mauvais à ça. Et quand je dis on, c'est un on collectif. Le système tel qu'il est construit, en tout cas, anticipe très très mal les sorties de détention des patients parce que elles arrivent plus tôt que prévu, parce que les patients ils sortent du jour au lendemain et les services de soins de la prison ne sont pas prévenus, donc ils n'ont pas prévu un relais à l'avance, parce que d'un coup le projet de sortie, ça faisait 2 ans qu'on travaillait sur un truc où il allait vivre dans la région, je sais pas où, à l'autre bout de la France, et que du jour au lendemain, 3 jours avant la sortie, finalement c'est pas possible, et il finit dans un CHRS, un centre d'hébergement au coin de la rue, etc. Et très souvent, même l'administration pénitentiaire ne sait pas forcément très en avance, voire même le jour J, que les détenus doivent sortir. Donc c'est compliqué d'anticiper. Et l'enjeu, il est vraiment là, parce qu'anticiper pour l'administration pénitentiaire, pour les services d'insertion et de probation qui s'occupent des patients au sein de la détention pour construire leur projet de vie, etc., et pour les services de soins, donc toutes les infos elles doivent circuler jusqu'au service de soins, qui doit aussi prévoir le relais de soins derrière. Donc pour lutter contre ça, effectivement, il faut arriver à anticiper quand on peut. Il y a des outils qui peuvent être, qui sont créés, qui peuvent exister pour pouvoir accompagner finalement cette anticipation et cette construction du projet de sortie et de soins. Et puis surtout, je pense qu'il faut identifier les facteurs de rupture, les facteurs de risque de rupture. Donc déjà en amont de la sortie en détention, de se dire, voilà, ça c'est un patient qui a un risque de rupture, parce que ça s'est déjà passé comme ça par le passé, c'est souvent ça, hein, le premier facteur de risque c'est souvent celui-là. Mais voilà, identifier les différents facteurs de risque de rupture qui font que peut-être ça va mal se passer à la sortie et qu'on aura un arrêt des soins et donc une rechute, etc. etc. Et cela, les orienter vers des dispositifs très précis. On commence à naître en France des équimobiles transitionnels qui est un peu basé sur des modèles de case management qui vraiment accompagnent en gestionnaire de cas la transition de la sortie de la détention pour le parcours de soins derrière. Voilà. Merci beaucoup. On aurait tous, moi j'en aurais encore beaucoup de questions, mais il est temps qu'on respecte le programme et son timing. Donc là, c'est le temps de la pause. Je vous remercie. J'espère que vous pourrez rester avec nous si d'autres questions surviennent ensuite. Donc je vous propose 10 petites minutes de pause et nous vous retrouvons tout de suite. Merci.